Alors bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour le 32, page 166, c'est-à-dire que c'est un exercice de révision sur la mécanique, d'accord? Donc c'est quelque chose qui vous a posé problème dans l'année, qui vous posera problème, c'est normal, je vous l'ai déjà dit, hein. On a mis des siècles à comprendre tout ça, les êtres humains ont mis des siècles à comprendre tout ça, donc c'est normal que ce soit difficile. Surtout en mécanique, il faut bien poser les choses, bien définir le référentiel, vous vous rappelez, le mouvement dépend du référentiel, donc il faut bien définir le référentiel. Voilà, vraiment prendre son temps de bien poser calmement les choses et ça va aller tout seul. Donc le saut en parachute, entre le saut depuis un hélicoptère en vol stationnaire et son arrivée au sol, la vitesse d'un parachutiste mesurée par rapport au sol évolue au cours du temps. La chute se fait initialement parachute fermé, donc voilà, d'accord, on vous lâche d'un avion, voilà c'est un hélicoptère, on vous lâche d'un avion sans parachute au départ. Naturellement votre vitesse augmente, c'est ce qu'on a présenté ici. Donc là, la vitesse en fonction du temps. Vous voyez bien qu'au début, on est à 0 m par seconde, 0 m par seconde. Hein. Et on atteint ici une vitesse limite au bout d'un moment. Vous voyez qu'on n'accélère pas indéfiniment. Pourquoi? Parce qu'il y a les frottements de l'air. Même sans parachute, au bout d'un moment, il y a les frottements de l'air. Et donc, vous atteignez une vitesse limite ici autour des 55 mètres par seconde, quelque chose comme ça. D'accord? Donc ça fait quasiment 200 km par heure. Hein. Ça commence à faire beaucoup. Il ouvre son parachute et là, la vitesse chute d'un coup et se stabilise à nouveau. Voilà, donc on y reviendra. Ensuite, ici, on vous donne les positions du parachutiste, pardon. Donc toutes les 5 secondes à partir de t égale 0. Donc ça, c'est au début. Et puis toutes les 5 secondes, on vous donne la position du parachutiste. Alors, c'est parti. Premièrement, petit A, expliquer en quoi il est pertinent ici de modéliser le système par un point. Donc à chaque fois, je vous lis la correction et puis je détaille un peu après. Donc il n'y aura pas de perte d'information concernant le mouvement du parachutiste si on ramène son étude à celle de l'un des points, car tous les points du système ont le même mouvement. Si on néglige le changement de forme du parachute à son ouverture. Alors effectivement, vous voyez, si on prend par exemple un vélo, avec les roues du coup qui tournent pendant que le vélo roule, si on réduit tout ça à un point, on va perdre de l'information, puisque le mouvement du pneu, par exemple, n'est pas du tout le même que le mouvement du cycliste. D'accord? Et donc on ne peut pas réduire tout ça, un cycliste plus vélo, à un point, ça ne marcherait pas. Si par contre l'ensemble du système a exactement le même mouvement, eh bien on peut dire pour simplifier qu'on va considérer qu'on prend un point plutôt que tout le solide. Ça simplifie beaucoup les choses. On sait faire aussi dans ce qu'on appelle de la mécanique du solide, mais c'est plus compliqué comme vous en doutez. Hein. Donc au lycée, on ne fera que ce qu'on appelle de la mécanique du point, c'est-à-dire qu'on ne prendra pas en compte le fait que les objets sont des solides, on les réduit à chaque fois à un point. Ensuite, 1B, on va faire la 1C aussi dans la foulée. Donc une échelle de distance en kilomètres serait-elle adaptée sur le pointage B? Eh bien ici, regardez, on nous met une échelle là, donc 50 mètres, et puis il se déplace comme ceci. Si on avait mis une échelle de distance en kilomètres, bah, ça n'aurait pas été adapté forcément. Je vais vite là-dessus. Hein. Puisque là, si on avait mis quelque chose en kilomètres, bah, on n'aurait rien vu du tout, ça aurait été tout petit. D'accord? L'idée, c'est d'avoir quand même une échelle adaptée à ce qu'on veut faire. Là, vu qu'il se déplace à peu près de 100 mètres à chaque fois, 100-150 mètres, si on met quelque chose en kilomètres, ça va être tout petit. Donc voilà, ici, on a choisi une échelle adaptée, voilà, le kilomètre ne serait pas adapté. Petit c maintenant, dans quel référentiel les valeurs de vitesse ont-elles été mesurées? Changeraient-elles si elles étaient mesurées par rapport à l'hélicoptère en vol stationnaire? Alors, petit b, donc c'est déjà fait, et donc les valeurs des vitesses ont été mesurées dans un référentiel lié au sol. Donc quelqu'un qui était au sol par exemple, et puis qui a mesuré la vitesse, des choses comme ça. Comme l'hélicoptère est en vol stationnaire, immobile par rapport au sol, les valeurs des vitesses seraient identiques en étant mesurées dans un référentiel lié à l'hélicoptère. Alors vous vous rappelez, le mouvement dépend du référentiel, et la vitesse dépend du référentiel. Donc il faut choisir un référentiel. On peut prendre n'importe lequel, je rappelle, mais il faut choisir celui dans lequel ça va être le plus simple quand même. Ou en tous les cas, dans lequel on va le plus comprendre le mouvement. Et donc ici, on a choisi quelque chose lié au sol, donc on aurait pu choisir ce qu'on appelle le référentiel terrestre. Le référentiel terrestre, c'est lié à la Terre, c'est-à-dire que c'est n'importe quel objet lié au sol. Et voilà, on voit l'accélération de cette personne, comme ça on voit que la vitesse augmente. Si par contre on se place dans le référentiel du parachutiste, vraiment de son référentiel à lui, quelle est sa vitesse? Eh bien sa vitesse est nulle, d'accord? Même s'il chute, par rapport à lui-même, sa vitesse est nulle. Si ça vous paraît bizarre, dites-vous quelle est la vitesse par exemple de cette personne, quelle est la vitesse de son nombril par rapport à sa tête? Ben, 0, sinon ça se détacherait, d'accord?
Donc, on aurait pu choisir un référentiel encore plus simple, c'est-à-dire le référentiel du parachutiste, et du coup, sa vitesse aurait été nulle, mais on n'aurait pas compris vraiment l'idée du mouvement. Donc souvent, on choisit le référentiel lié à la Terre pour comprendre ce qui se passe. En l'occurrence, là, il chute, il tombe donc vers le sol. Et du coup, n'importe quel objet lié à la Terre ou immobile par rapport à la Terre peut aussi faire office de référentiel, d'accord ? En l'occurrence, comme l'hélicoptère, on vous le dit, est en vol stationnaire, c'est-à-dire que vraiment il ne bouge pas par rapport à la Terre, et bien les valeurs de la vitesse, des vitesses sont les mêmes. Voilà pour cette question. Question 2. Repérer sur le graphique A 3 phases distinctes du mouvement du parachutiste et préciser pour chacune la nature du mouvement. J'en ai déjà un petit peu parlé, hein. Là maintenant on va aller plus en détail sur les différentes phases. Donc phase 1, on a un mouvement accéléré car V augmente. Bah, effectivement, vous voyez bien que là la vitesse augmente. Elle finit par se stabiliser, mais là elle augmente encore un tout petit peu, et au bout d'un moment elle se stabilise. Bon, si ça avait continué comme ça, on aurait éventuellement pu dire que si on avait un mouvement uniforme, d'accord, avec la vitesse constante. Mais là vraiment il accélère jusqu'à, en fait il ouvre son parachute quasiment au moment où il est stabilisé. Donc mouvement accéléré. Puis, bah là on voit bien que la vitesse diminue drastiquement, donc ça c'est un mouvement ralenti, d'accord. Et ensuite là on a vraiment, ce qu'on aurait pu avoir quasiment ici, hein, une vitesse qui est constante, et donc comme la vitesse est constante, eh bien c'est un mouvement uniforme. D'accord? Donc rappelez-vous de ça, hein. Accéléré, ralenti, uniforme, ça c'est par rapport à la vitesse. Reproduire le pointage B, expression dans la position P1, le vecteur vitesse V1, dans la position P2, le vecteur vitesse V2, on utilisera l'échelle 1 cm pour 20 mètres par seconde. Alors ça c'est hyper important, d'accord? Il y a deux choses vraiment importantes quand même en mécanique, qu'on va vous demander de faire, au niveau du tracé de vecteur en tous les cas. C'est quoi? Eh bien, vous avez tracé des vecteurs vitesse, d'accord? C'est-à-dire que cela va rendre compte de la vitesse à un instant donné de l'objet, et ça va vous donner une information sur la valeur de la vitesse, d'accord, avec la norme du vecteur, et surtout sur la direction et le sens de la vitesse. Donc par exemple, là, on a notre objet, notre parachutiste qui est en train de chuter comme ça, donc intuitivement, le vecteur vitesse, eh bien, il va être comme ça, vers le bas. D'accord? Si on se retrouve avec un tracé comme ça, c'est quelque chose qui ne va pas, ça voudrait dire que notre objet, il va plutôt vers là. Il faut bien avoir ça en tête, le vecteur vitesse, là, il va être vertical vers le bas. L'autre chose qu'on va vous demander, et ça c'est l'autre chapitre qu'on a vu dans l'année, hein, c'est de faire des bilans des forces. Donc là, on va dire sur l'objet, quelles sont les forces qui s'exercent sur lui, etc. C'est pas demandé dans cet exercice, il faut bien voir que ce sont deux choses différentes. Donc attention, on trace des vecteurs sur les points et tout ça, mais des fois on va vous demander le vecteur vitesse, ça veut dire que on va plutôt s'intéresser au mouvement vraiment de l'objet, et on va vous demander, dans d'autres exercices, de faire un bilan des forces, c'est-à-dire quelles sont les forces qui s'exercent sur ce parachutiste par exemple, ou sur n'importe quel objet. Donc vous y reviendrez beaucoup plus en détail en première. Donc on fait bien attention à ça. Ici on s'occupe des vecteurs vitesse. Alors, comment on fait ceci? Eh bien, la position P1 est atteinte au bout de 5 secondes, on lit graphiquement la valeur de la vitesse à cette date, V1 égale 40 mètres par seconde. Comme je vous l'ai dit, il nous faut une information sur la valeur de la vitesse, en l'occurrence à P1, puisqu'on veut tracer le vecteur vitesse P1, on nous donne la valeur de la vitesse sur le graphique, c'est donc 40 mètres par seconde. On fait la même chose pour P2, c'est au bout de 10 secondes, et on a 51 mètres par seconde. En chacune des positions de la trajectoire, le vecteur vitesse a les caractéristiques suivantes. Donc la direction, la direction c'est soit horizontale, soit verticale, soit perpendiculaire à quelque chose, etc. Donc du coup là ça va être vertical, d'accord. Le sens c'est vers la gauche, vers la droite, vers le haut, vers le bas, et bien là c'est vers le bas puisqu'il se dirige vers le bas. Et de valeur V que justement on a déterminé. Ensuite comment on trace tout ça? On a pris 1 cm pour 20 mètres par seconde. Donc du coup le premier vecteur vitesse comme ça V1 va faire 2 fois cette valeur là, c'est-à-dire 2 cm. Et pour le deuxième, vu que ça fait 51 mètres par seconde, du coup ça nous fait à peu près du 2 cm et demi. Donc ici vous mettrez une flèche de 2 cm et demi. Important, le vecteur vitesse en P1, on le fait partir de P1 vertical vers le bas. Le vecteur vitesse V2, on le fait partir de P2 vertical vers le bas, comme ceci. Voilà pour ces vecteurs vitesse. Je rappelle, attention, ce ne sont pas des forces, hein, c'est bien le vecteur vitesse. Ensuite, en déduire que lors de la première phase, le mouvement est rectiligne accéléré. Bon voilà, on nous donne la réponse. On a juste à justifier. En l'occurrence, le vecteur vitesse entre deux instants voisins garde la même direction et le même sens, mais sa valeur augmente. Le mouvement du système est rectiligne accéléré. Effectivement, rectiligne, vous vous rappelez, c'est quand le vecteur vitesse va garder même direction et même sens. C'est bien le cas ici, il ne change pas. S'il y avait eu un changement comme ça, ça n'aurait pas été rectiligne, bien évidemment. Là, il reste vraiment comme ça tout le temps.
Concernant la valeur de la vitesse, vu qu'elle augmente, eh bien c'est accéléré. Ensuite, on va faire donc les deux dernières questions à la suite. Rappeler la définition du vecteur vitesse moyenne du système et le comparer à son vecteur vitesse lors de la dernière phase et calculer la distance parcourue par le parachutiste lors de cette phase. Vous vous rappelez, le vecteur vitesse moyenne, c'est donc un vecteur, hein, on met bien une flèche au-dessus, c'est pour ça qu'on l'appelle vecteur vitesse moyenne. Et c'est une généralisation un petit peu, si on veut, de V égale D sur T, vous vous rappelez au collège, hein. Sauf que là, D, on va l'appeler le vecteur MM'. C'est-à-dire que pendant la durée delta T, notre objet il va se déplacer d'un point M à un point M'. Et bien justement, on ne va plus prendre en compte seulement la distance parcourue, mais aussi le sens et la direction du déplacement. C'est pour ça qu'on utilise un vecteur ici, donc c'est pour ça que la vitesse c'est bien un vecteur. MM', c'est le vecteur déplacement. Je vous renvoie à notre cours de l'année, on en avait parlé un petit peu, avec une petite grenouille qui se déplaçait, hein, entre la position initiale et la position finale de la phase considérée. Et durant cette dernière phase, le mouvement est rectiligne uniforme. Vous vous rappelez, sur le schéma, vous avez la vitesse qui est constante à la fin. La trajectoire est une droite et la valeur de la vitesse est constante, hein. Donc le vecteur vitesse n'évolue plus, il devient identique au vecteur vitesse moyenne de cette dernière phase. Quel est l'intérêt du vecteur vitesse? Et bien justement, plus delta t va être petit, plus vous allez vous rapprocher de ce qu'on appelle du vecteur vitesse instantané. D'accord? C'est-à-dire que, je prends souvent l'exemple d'un trajet en voiture ou à vélo. Vous faites votre trajet, vous avez une vitesse moyenne sur le trajet, mais ça ne vous donne aucune information sur la valeur de vitesse à un moment donné. Vous êtes sûrement arrêté, vous avez accéléré, etc. Et si on regarde le schéma, vous voyez, à partir de là, que je prenne le vecteur vitesse instantané, c'est-à-dire vraiment si j'ai delta t tout petit, je regarde à un instant donné vraiment ici sa vitesse, eh bien je vais trouver une certaine valeur. Mais en fait, si je fais la moyenne sur tout ce déplacement, vu que sa vitesse est la même, j'aurai la même valeur de vitesse. D'accord ? Si vous restez à la même vitesse, forcément la vitesse moyenne ne change pas. C'est un petit peu ça que ça veut dire. Petit b, la dernière phase a lieu entre 30 et 35 secondes. La vitesse a pour valeur 8 mètres par seconde à cet endroit. Et la distance parcourue, c'est quoi? Vous vous rappelez, là on n'est plus en vectoriel, hein, on veut simplement trouver une valeur chiffrée de la distance. Donc si j'ai V égale D sur T, eh bien j'ai D égale V fois delta T. Du coup D ça fait 8 mètres par seconde fois, attention là, delta T, la durée du déplacement, hein, c'est donc 5 secondes, c'est-à-dire 35 moins 30. Et 8 fois 5, il n'y a pas besoin de calculatrice pour faire ça, ça fait donc 40 mètres. Donc du coup, sur cette dernière phase, il parcourt une distance de 40 mètres. Voilà pour cet exercice de révision, j'espère que c'est un petit peu plus clair pour vous.